Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice, l'automatisme du 20 mars, dont vous avez l'énoncé ici sous les yeux, ici pour l'exercice 1. Donc dans un premier temps il fallait montrer que E et F ainsi définis étaient deux sous-espaces vectoriels. Pardon, je voulais dire F et G, donc G étant vecte de G sous-espace vectoriel, puisque vecte de F1, F2. Donc là, il n'y a rien à faire. Pour F, il y a deux choses. Une première chose que beaucoup n'ont pas faite et qui est fondamentale quand même, c'est fait partie des deux choses à démontrer, c'est que F est différent de l'ensemble vide. Or, le 0 de E appartient à F, hein, la fonction nulle en 1 et en 2 vaut 0, donc ça appartient bien à F. Donc F différent de l'ensemble vide. Je l'écris en rouge parce que certains l'ont oublié. Certains ont mis 0 au lieu de l'ensemble vide ici, ça n'a pas de sens. Et ensuite, une deuxième chose à montrer, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Donc la stabilité par combinaison linéaire, il faut prendre une combinaison linéaire de l'élément de f, c'est-à-dire vous prenez f et g appartenant à un grand F, lambda mu dans R carré, puisque c'est des R espaces vectoriels, et on fait lambda f plus mu g. Ceci, il faut montrer que cette combinaison linéaire appartient à grand F. C'est ceci que signifie la stabilité par combinaison linéaire. N'importe quelle combinaison linéaire d'éléments de f reste dans f. Donc pour montrer la stabilité, il faut que cette fonction vérifie les mêmes propriétés, enfin les propriétés nécessaires pour être dans f. La première propriété, c'est que l'image en 1 vaut 0. Vous faites lambda f plus mu g1. Ceci est égal à 0 et ceci est égal à 0 car f et g appartiennent à grand F. Et donc, ceci vaut 0. Si je recommence en 2, il faut l'écrire deux fois, hein, bien sûr, ou bien dire idem en 2, ça vaut 0 aussi. Donc les deux propriétés nécessaires pour appartenir à grand F, c'est-à-dire que ceci est égal à 0 et que ceci est égal à 0, ces deux propriétés ont été démontrées. Là, encore une chose que beaucoup ont oublié, c'est qu'ensuite il faut conclure. Pour montrer la stabilité par combinaison linéaire, il faut bien préciser que en prenant deux éléments de grand F, si je fais leur combinaison linéaire, je reste dans grand F. Stabilité par combinaison linéaire. Je reste stable, c'est-à-dire je reste dans F. Et donc là maintenant, on peut conclure donc F sous espace vectoriel. Comme F et G sont deux sous-espaces vectoriels, on peut essayer de montrer maintenant que F plus G est égal à E. Sans ça, ça n'a pas de sens. Si ce ne sont pas des sous-espaces vectoriels, ça n'a pas de sens. Donc, dans un deuxième temps, on va procéder par analyse-synthèse pour montrer que F plus G est égal à E en somme directe. Avant l'analyse-synthèse, il vous est demandé de montrer que F1, F2 est libre. Donc pour ça, pour montrer que F1, F2 est libre, il faut considérer deux réels, faire la combinaison linéaire de F1, F2, voilà, et montrer que si cette combinaison linéaire est égale à 0, à la fin, alors, arriver à lambda égale à mu égale à 0, que ceci entraîne ceci, que cette égalité égale à 0 entraîne ceci. Donc pour cela, on évalue. On connaît une solution quand même évidente qui est justement celle-ci. On veut montrer que c'est la seule solution, hein, pour lambda et mu. Donc maintenant, on évalue en x égale 1 et on obtient lambda f1 de 1 plus mu f2 de 1. Or, f1 de 1, c'est 0. f2 de 1, ça vaut moins 1. C'est égal à moins mu. Or, comme cela vaut 0, ça veut dire que mu égale à 0. En x égale 2, même chose, mais en 2. Et on obtient cette fois-ci 2 moins 1, donc 1. 1 pour ceci, en 2. 1. Et là, ça vaudra 0. Donc ici, lambda vaut 0. Donc,
lambda égale mu égale à 0. Donc, F1, F2 est libre. Alors, ceci étant, on va, en troisième question, faire l'analyse synthèse pour montrer que ces deux espaces sont en somme directe. Alors, juste en passant, dans la mesure où F1, F2 est libre, G est de dimension 2, puisqu'il est engendré par une famille libre de cardinal 2. Donc la dimension sera 2, puisqu'on vient de voir la dimension vendredi dernier. Donc cette remarque en passant. Maintenant, pour montrer par analyse synthèse que E égale F plus G, on commence par l'analyse. L'analyse, soit F appartenant à grand E, supposons, pas F mais H, pardon, appartenant à grand E, supposons que H s'écrive sous la forme F plus G avec F dans grand F et G dans grand G. On écrit comme G appartient à grand G, il appartient avec de F1 F2, donc il existe lambda mu appartenant à R2 tel que G égale lambda F1 plus mu F2. Ça, c'est une égalité de fonctions. Je n'ai pas mis la variable x, donc c'est tout à fait correct. Ensuite, donc j'ai interprété ceci. Ensuite, on applique le fait que f étant dans grand F, f de 1 et f de 2 vaut 0. Donc on va simplement évaluer en 1. On obtiendra, alors c'est G ici, oui tout à fait, H de 1. Donc dans cette égalité, on remplace x par 1. H de 1 égale f de 1 plus G de 1. F de 1, dans la mesure où petit f est dans grand F, cela vaudra 0. Et donc, G de 1, en remplaçant, comme petit f de 1, ça vaut 0, petit f de 2, ça vaut moins 1, on obtient moins mu égale h1. Donc, mu égale moins h1. On fait pareil en 2. On obtient h2 égale f2, et même remarque, comme f est dans grand F, ça vaut 0, égale G, plus G de 2, égale, et quand je remplace ici, dans l'expression f1 de 2, ça vaut 1, donc ça fait 1 fois lambda, donc lambda, et là f2 de 2, ça vaut 0, donc ça vaut lambda. Lambda donc vaut h2. Donc de ces deux informations, on en déduit que G, c'est moins h1 de F2. Ah, je vais me mettre dans l'autre ordre plutôt. J'ai lambda vaut H2, je remplace lambda par H2, ça fait H2 de F1, et je remplace mu par moins H1 de F2. Voilà pour G, et F, c'est H moins G. On a fini avec l'analyse. Voilà. Alors pour la synthèse, comme j'ai expliqué en classe, est faisable sans avoir fait ceci, c'est-à-dire dans le sens où ce que j'écrirai dans la synthèse est tout à fait juste, que l'on ait fait l'analyse ou pas. Maintenant, pour pouvoir faire la synthèse, il faut trouver la décomposition, comment décomposer H. Et si on n'a pas fait l'analyse, normalement, on ne sait pas faire. Mais disons, quelqu'un qui lirait que la synthèse, eh ben, il comprendrait ligne à ligne et saurait qu'on a cette somme qui vaut E, mais il ne comprendrait pas comment la personne qui a rédigé la synthèse a deviné la décomposition que je vais faire. Soit H donc appartenant à grand E, donc je prends un élément quelconque de grand E et je vais pouvoir l'écrire, je vais essayer de l'écrire sous la forme d'un élément de F plus un élément de G. On pose G égale H2 de F1 moins H1 de F2. Ça, pour tout élément de E, j'ai le droit de le faire. Comme ça appartient, comme j'ai les combinaisons linéaires de F1 et F2, puisque ça c'est des constantes, hein, on peut dire que G
appartient à un vecteur de f1, f2, qui n'est rien d'autre que grand G. Et f, on va le poser comme étant h moins g. H moins g. Donc si je fais f plus g, ça me fait h moins g plus g, ce qui va me faire h. Donc maintenant, il reste encore à montrer que f, donc f est défini qu'à partir de h, puisque g est défini à partir de h, et h c'est h. Donc on a simplement maintenant à montrer que f est dans grand F. Donc on va faire f de 1. f de 1 c'est h de 1 moins g de 1, c'est-à-dire h de 1 moins h2 de f1 de 1, je remplace g par son expression et je remplace x par 1. Ça va faire f1 de 1 moins h1 f2 de 1. Ça vaut 0. f1 de 1 vaut 0. Donc ça, c'est 0. Ça, c'est moins 1. Donc ça va me faire moins par moins plus h1. Avec le moins qui est là, moins h1. h1 moins h1, 0. Et f2, ça va me faire h de 2 moins g de 2 égale h de 2 moins h2 de f1 de 2 moins h1 de f2 de 2. Ça, cela vaut 0. Hein, f2 de 2, ça vaut 0. Et ça vaut 1. Donc je vais me retrouver avec h2 moins h2. Donc ça vaut 0. J'ai montré que cette fonction qui était définie comme h moins g était un élément de grand F, ce qui vérifie les deux propriétés. Donc f appartient à grand F. Donc on a cette synthèse, vous voyez que même sans avoir fait ceci, ça c'est juste. J'ai montré par là, donc E et peut se décomposer, n'importe quel élément de E peut se décomposer comme un élément de F plus un élément de G. J'ai montré que E plus F est égal à G. Alors la somme directe, en revanche, c'est grâce à l'analyse. Ici, on a montré, grâce à l'analyse, que cette somme était directe, puisque la décomposition, si elle existe, est unique. Voilà, donc on a montré ceci par l'analyse, ceci par la synthèse, donc on donne les deux informations en une, en écrivant simplement ceci. F et G supplémentaires. F et G supplémentaires. Je n'écrirai pas. Voici pour ce premier exercice. Alors pour ce premier exercice, pour montrer que grand F était un sous-espace vectoriel, j'aurais pu utiliser tout simplement que c'était le noyau d'une application linéaire, ker de F, c'est toujours un sous-espace vectoriel. Mais ker d'une application linéaire, pas parce qu'il y a une ambiguïté avec la notation, c'est toujours une application linéaire. Je n'ai pas choisi cette option puisqu'on n'a pas encore fait de chapitre sur les applications linéaires, mais ce sera beaucoup plus rapide avec cette méthode. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2, où vous avez des équations différentielles. La première question, je n'y reviens pas, quasiment tout le monde l'a fait correctement. Il suffit simplement de mettre tous les termes, c'est-à-dire que lorsqu'on précise que que chaque élément, chaque ensemble E1, E2, E3 sont l'ensemble des solutions d'une équation différentielle, il faut linéaire, homogène, à coefficient constant, il ne faut pas en oublier un seul des trois, plus l'équation différentielle bien sûr, donc on a un sous-espace vectoriel. Alors maintenant, on veut chercher une famille génératrice de E1 et E2, alors dans le corrigé, j'ai mis ceci, mais il faut le justifier. Hein, c'est parce que j'avais résolu au préalable les équations différentielles. Si on n'a pas résolu les équations différentielles, on ne peut pas deviner que c'est ceci. Alors, donc pour cela, il faut résoudre les équations différentielles. Donc, je récopie les équations différentielles. Alors, pour la première, on a y' moins y égale à 0. Si et seulement si il existe c appartenant à R tel que y égale c exponentielle primitive. C'est moins une primitive de moins 1, donc moins t. Et donc,
Comme l'ensemble des solutions est une équation, et c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent sous cette forme, E1 égale vect de t associe exponentielle de moins t. Alors voici pour la première partie. Alors j'ai mis dans le corrigé des x, donc je vais mettre des x ici. Voilà, voilà. En toute logique, pour être vraiment rigoureux, je dois mettre y de x, mais enfin on ne se sanctionnera pas si vous mettez y égal. On accepte ce genre de rédaction, même si elle est moins correcte. Alors pour la deuxième, il nous faut normalement, et je ne l'ai pas fait dans le corrigé parce que j'ai pensé que vous étiez au point, mais finalement personne ne l'a refait ensuite. Donc il faut d'abord l'équation caractéristique, trouver les racines, donc on trouve moins 1 et 2, moins 1 et 2. Donc ensuite, y solution de E2, pardon, si et seulement si il existe AB appartenant à R2 tel que y de x égale a exponentielle de moins x plus b exponentielle de 2x. Alors, j'ai un petit souci. Ah oui, c'est là, c'est moins 1, donc c'est plus 1. Voilà. Voilà. Donc, ici, cette fonction, j'ai décidé de la noter f1. La fonction qui est là, E2 vect de f2, f3, avec f2 qui a x associe E2 moins x, et f3 qui a x associe E2 2x. Voilà. Hein, c'est une combinaison linéaire de ces deux fonctions, donc de f2 et de f3. Alors, la liberté, on peut la montrer de plusieurs façons. Je vais choisir dans cette vidéo de vous la montrer autrement que dans le corrigé. Donc, soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à R3 tel que lambda 1 F1 plus lambda 2 F2 plus lambda 3 F3 égale à 0. Alors, ça veut dire que quel que soit x, on a lambda 1 E1, c'est-à-dire exponentielle de x, plus lambda 2 E2 moins x, exponentielle de moins x pour F2, plus lambda 3 exponentielle de 2x égale à 0. Ça entraîne ici, je divise tout par exponentielle de 2x et j'obtiens lambda 1 exponentielle de moins x plus lambda 2 exponentielle de moins 2x, moins 3x, plus lambda 3 fois 1 égale à 0, par passage à la limite, par passage à la limite en plus l'infini, on a ceci qui tend vers 0, ceci qui tend vers 0, donc lambda 3, ceci qui tend vers lambda 3 et qui est égal à 0. Donc on a lambda 3 qui est égal à 0. On fait pareil, idem, ensuite en divisant par E de x, puisque ça c'est vos 0 maintenant, on obtient g de x sur E de x qui est égal à lambda 1 plus lambda 2 E de moins 2. Hein, je note ceci, g de x en fait. Ce sera plus simple. Ça tend vers lambda 1 en plus l'infini. Et comme c'est égal à 0, ça vaut 0. Et ensuite, et enfin, évidemment, lambda 1, lambda 2 égale à 0. Puisqu'il suffit simplement de prendre ceci, de multiplier par E de x et de faire tendre en plus l'infini. Donc on a cette combinaison linéaire égale à 0 implique que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0. Donc F1, F2, F3 libre. Alors comme c'est une famille libre, on a vu que
à ce moment-là, E1 inter E2 est réduit, donc E1 inter E2 est réduit au 0 de E, et les deux espaces sont en somme directe. Vecte de F1 en somme directe avec vecte de F2. Et, c'est égal F2, F3. Et que c'est égal à vecte de F1, F2, F3. Voilà pour la question 3. Cette famille, je l'ai notée grand G. Voilà. Ensuite, pour la question 4, on veut montrer que cet ensemble est inclus dans l'ensemble des solutions qui est ici. Il suffit de montrer que les éléments de la base de E1 plus E2, pardon, là c'est un 2 que j'ai mal écrit, E1 plus E2, que tous les éléments de la famille vérifient l'équation qui est là, c'est-à-dire sont dans E3. Donc je ne le ferai pas, vous allez le corriger. Ensuite, pour l'exercice 3, nous avions, pour cet exercice, hop, exercice 3, nous avions une base canonique, une famille, qu'on montrera être une base, une application linéaire et toutes sortes de questions que vous avez eues en éléments de cours. Donc on va résoudre cet exercice. Alors dans cet exercice, la première question, il fallait faire le déterminant de UVW, hein, le produit mixte aussi. Donc UVW, produit mixte, notation. On trouve égal à 1, donc c'est une base de R3. Donc dans un deuxième temps, on devait déterminer la matrice qui va de B vers F. Ces maths de F, des éléments de F, donc de U, V, W, dont les coordonnées sont prises dans B, la base canonique. Donc ici, la première colonne, on l'a ici, deuxième colonne ici, et la troisième ici. Donc, pour déterminer ensuite celle qui va de F vers B, c'est-à-dire la matrice donnant les coordonnées des vecteurs IJK dans F, on voulait montrer que cette matrice n'était autre que la matrice moins 2, voilà. Donc elle était donnée dans l'énoncé, comme ça vous évitez d'avoir à la calculer. Et pour éviter d'avoir à la calculer, il suffit de montrer que ces deux matrices sont inverses l'une de l'autre. On fait le calcul de F vers B fois P de B vers F. Le produit des deux matrices donne la matrice suivante, identité. Donc, on a bien cette matrice, la matrice qu'elle a, égale celle-ci moins 1. Et ça, c'est bien la matrice de F vers B. Voilà, donc on n'avait pas besoin de faire la méthode de Gauss-Jordan, parce que comme on vous donne la matrice, il suffit de faire le produit des deux. Si vous tombez sur I3, l'une est l'inverse de l'autre. Donc c'est fini. Donc personne n'a procédé ainsi, en vérifiant simplement que le produit donnait I3. J'ai été surpris, j'espérais quand même que quelques-uns le fassent. Bon, enfin, ça arrive, hein. Alors maintenant, on vous donne n dans B. Les coordonnées sont les suivantes. Et la formule est assez simple, parce que pour trouver n dans grand F, il suffit de faire donc n dans grand F, il suffit simplement de faire la matrice de n dans B, enfin la vecteur colonne, enfin l'expression dans B, et de multiplier par la matrice de passage en faisant bien attention que si on a n dans B, il faut prendre la matrice de F vers B pour trouver la matrice, la colonne, le vecteur colonne, enfin les coordonnées, dans grand F. Donc ensuite, F vers B, c'est la matrice qui est ici. Donc 2, moins 3, moins 2. Donc il y a quand même 1 sur 4 qui s'est trompé ici, hein, qui n'a pas pris la bonne. Vérifiez bien que vous ayez les mêmes bases là et là.
Voilà. Voilà, on fait le calcul avec 2 moins 1, 1, et on trouve, je me souviens plus, j'ai pas envie de me fatiguer à faire le calcul, je vais simplement recopier. Voilà. Et dans l'autre sens, si on a m dans f, alors je crois que c'était m, qu'on vous donne 1 moins 2, 0 dans grand F, pour trouver m dans B, cette fois-ci on utilisera la matrice qui va, comme on l'a m dans grand F, il faut de B vers F, donc de B vers F c'était celle-ci. Donc 1, 3, 1, 1, 2, 0, moins 1, 0, 1, facteur de 1, moins 2, 0 dans grand F, et ça nous donnait moins 5, moins 3, moins 1 dans grand B. Alors ceci pour la question 4. La question 5, la matrice de F, alors F de x, y, z, on obtenait 3y plus 2z moins 2x plus 5y plus 2z, et puis le dernier 2x moins 3y. Donc la matrice, ça c'était dans la base B, donc la matrice de f dans B, tout simplement 0, 3, 2, moins 2, 5, 2, et 2, moins 3, 0. Une fois qu'on vous demandait ensuite la matrice de f, mais plus dans grand B, mais que dans grand F, donc il y a deux façons de procéder. Soit en utilisant la formule suivante, mat, donc ça c'était l'exercice, la question, pas la question 6, mais la question 7, mat dans grand F de f, c'est égal à la matrice de passage qui va de f vers B, mat dans B de f, plus et ensuite la matrice de passage qui va de B vers f. Donc ces deux-là, celle-ci, on l'a là, celle-ci, on l'a là, celle-ci, on l'a ici, on fait le produit matriciel, on fait d'abord celui-ci, donc quand on va faire ça fois celle-ci, hein, de B vers F, on obtiendra 1, 1, moins 1, 6, 4, 0, 2, 0, 2, et c'est beaucoup plus facile parce que vous obtenez une fois celui-là, deux fois celui-là, et une fois celui-là, et deux fois celui-là. Et puis après on multiplie par ça, et on obtient 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Là c'était la question 7, et pour la question 6, il fallait faire f de u, parce qu'en fait pour avoir la matrice de f dans grand F, on applique simplement cette formule que l'on connaît, matrice de f dans grand F. On prend grand F, c'est u, v, w, donc ça c'est ce que vous avez le moins bien compris. Ici la matrice de f dans grand F, dans la première colonne il faut faire f de u, dans la deuxième colonne on va mettre f de v, et dans la troisième colonne f de w. Donc ça vous l'aviez retenu, mais c'est après que vous êtes trompé. Donc vous avez fait f de u, u c'est ceci, vous multipliez par cela, et vous constatez que vous obtenez 1, 1, moins 1 dans B. Mais nous, on ne veut pas la matrice dans B, là, on ne veut pas f de u dans B, mais on veut f de u dans grand F, parce que tout est dans grand F, au départ et à l'arrivée. Donc f de u dans grand F, soit vous faites la formule de passage, mais là, directement dans grand F, dans cette base-là, c'est grand F, U, V, W, on reconnaît que c'est U directement. C'est U. Donc c'est 1, 0, 0 dans grand F. Et nous, c'est la matrice, c'est l'expression de f de U dans grand F. Donc le premier vecteur ici, c'est 1, 0, 0. Si je fais f de V, je fais mon calcul, j'obtiens 6, 4, 0, donc 2V. Et donc j'obtiens 0 pour U, 2 pour V, 0 pour
W dans grand F. Donc 0, 2, 0. Et pareil pour W, on trouvera 2W. Donc 0, 0, 2 dans grand F. Pas là-dedans, sinon si vous recopiez, vous n'obtiendrez pas du tout ceci, hein, et vous n'obtiendrez pas la bonne matrice. Et c'est là que vous obtenez exactement la même chose pour la 6e question et pour la 7e question. Voilà. Voici pour ce 3e exercice. Pour le 4e exercice, vous aviez encore comment on appelle, une analyse synthèse avec comme espace de départ l'ensemble des fonctions C1 de R dans R. Pour F, cet ensemble, pour G, cet ensemble. Donc il fallait d'abord commencer par montrer qu'on avait deux sous-espaces vectoriels. Si ce ne sont pas des sous-espaces vectoriels, ça n'a aucun sens que d'essayer de montrer qu'ils sont supplémentaires. Ne peut être supplémentaire que des sous-espaces vectoriels. Ça n'a rien à voir avec la notion de complémentaire. Où là, il y a des notions d'ensemble, mais pas... enfin, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc dans l'exercice 4, on voit là les deux ensembles qu'on veut montrer comme étant, qu'on veut déterminer comme étant supplémentaires, que l'on veut montrer être supplémentaires, pardon. Donc ici, sous-espace vectoriel, c'est évident parce que grand G s'écrit comme vect 2, donc il reste plus grand F. Comme je vous ai dit, plein ont oublié de montrer que 0,2 appartient à grand F, donc grand F différent de l'ensemble vide, effectivement, la fonction nulle, si je fais la fonction nulle plus sa dérivée, c'est encore la fonction nulle, c'est la fonction nulle, évaluée en 0, ça fera bien 0. Donc c'est bien un élément de grand F. Ensuite, stabilité par combinaison linéaire, on prend deux éléments de grand F et lambda mu appartenant à R2, on va montrer que lambda F plus mu G, on doit arriver à ça appartient à grand F. Et on pourra conclure en disant, donc c'est un sous-espace vectoriel. Pour que ça appartienne à grand F, il faut que cette fonction vérifie cette propriété. Donc je fais cette fonction plus la même mais dérivée, et je l'évalue en 0. Donc j'obtiens lambda F plus mu G, alors lambda F de 0, pardon, plus mu G de 0, celle-ci en 0. Cette fonction, c'est lambda f' de 0 plus mu g' de 0. Je regroupe, ça fait lambda f de 0 plus f' de 0, plus mu g de 0 plus g' de 0. Or, comme ces deux fonctions f et g sont dans grand F, elles vérifient cette propriété. Donc ceci vaut 0, ceci vaut 0, et donc c'est égal à 0. Donc on a montré la stabilité, et ça souvent vous oubliez aussi d'écrire ceci, je vais l'écrire en rouge, plus mu g, appartient à grand F. On est parti de deux éléments quelconques de grand F, et on a montré que n'importe quelle combinaison linéaire appartenait à grand F. La stabilité par combinaison linéaire de l'ensemble grand F. Grand F est sous-espace vectoriel de E. Alors maintenant, on a montré ceci. On va montrer que par analyse synthèse qu'ils sont en somme directe, enfin qu'ils sont supplémentaires. Donc en somme directe et que la somme fait. Alors pour ce faire, on l'analyse, soit H appartenant à un grade E, ça commence toujours pareil. On prend un élément de l'ensemble dont on veut montrer qu'il est la somme des deux autres. Ensuite, on suppose qu'effectivement il s'écrit comme somme d'un élément de grand F et somme d'un élément de grand G. Si H égale F plus G avec F dans grand F et G dans grand G, on suppose que E égale grand F plus grand G, c'est ça. Et donc on suppose que n'importe quel élément de E s'écrit comme somme d'un élément de grand F plus un élément de grand G. Alors une fois ceci écrit, comme G est dans grand G, il s'écrit
comme lambda cette fonction. Donc, je peux noter ça comment U, par exemple. Donc, il existe lambda appartenant à R tel que G égale lambda U, ou directement avec l'expression telle que G de X égale lambda fois X. Voilà, c'est pareil. D'accord? Donc une fois qu'on a ceci, il nous faut déterminer lambda en fonction de h. Donc on va appliquer cette propriété sur grand F. Donc on va faire h de plus h' de 0 égale f plus g plus f' plus g' de 0 égale f plus f' de 0 plus g g' de 0. Or, g' de x, c'est égal à lambda. Donc g de 0, ça fera 0. G' de 0, ça fait lambda. Donc ça, c'est lambda. Ça, c'est égal à 0, car f appartient à grand F. Donc ça, c'est tout simplement lambda. Donc on a déterminé lambda. Donc lambda, c'est ceci. Donc g de x égale lambda fois x, c'est-à-dire h plus h' de 0 fois x. Un lambda, j'ai remplacé par l'expression que je viens de trouver, fois x. Et f, c'est h moins g. On a montré l'unicité de la décomposition, c'est-à-dire que f est en somme directe avec g. Mais on n'a pas montré que la somme faisait e. C'est la synthèse qui nous le permettra. Même remarque que tout à l'heure, la synthèse, si on fait la synthèse sans avoir fait ça, tout est juste, c'est une démonstration de E égale F plus G. Mais bien sûr, on ne comprendra pas pourquoi celui qui a écrit la synthèse a décomposé comme on va le faire, parce que comment a-t-il deviné sans avoir fait ceci? Il l'aura fait avant, bien sûr, mais si on ne l'écrivait pas, ce serait quand même juste, tout seul. Donc soit H appartenant à E, on pose G tel que, quel que soit X appartenant à grand R, G de X égale cette expression, H de 0, oui alors là il faut que je rédige un peu mieux, ce serait mieux comme ça, H plus H' de 0 fois X, donc G appartient bien à grand G, puisque grand G c'est vecteur de X, or là on a bien quelque chose fois X, donc c'est bien un élément de grand G. Et ensuite, on pose et f égale h moins g. On veut montrer que f est un élément de grand F. On a f' c'est h' moins g'. Donc quand je vais faire f plus f' de 0, j'obtiens h de 0 moins g de 0 plus h' de 0 moins g' de 0. La dérivée de g, c'est juste ça, puisque c'est une constante fois x, donc ça fera ça fois 1. Donc j'obtiens, alors ça d'abord, g de 0 c'est nul. Donc ça va me faire h de 0 plus h' de 0 moins ceci. h plus h' en 0. Donc ça fait 0. J'ai bien montré que la propriété qui était là était vérifiée par la fonction f. On a bien ça qui vaut 0. Donc f appartient à grand F. Donc E égale F plus G. Donc on a montré ça et ça. Donc F plus G en somme directe est égal à E. Voilà. F et G sont donc deux supplémentaires. C'était ce qui était demandé. Je n'écrirai pas la phrase, mais vous avez compris. Voilà pour l'exercice 4.